Je changeais l'ampoule du Porsche, celle qui clignotait depuis des mois parce que personne d'autre ici ne prend la peine de remarquer les petites choses. Quand elle est sortie comme si c'était un mardi soir ordinaire, Rachel se tenait là, les bras croisés, arborant cette sérénité feinte qu'elle affiche quand elle s'apprête à dire quelque chose qu'elle a déjà répété. Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre, a-t-elle dit, tout simplement, comme si elle commentait la météo. Ça dure depuis un moment. Je n'ai pas laissé tomber l'ampoule, je n'ai pas juré, je n'ai pas demandé qui. Je l'ai vissé, j'ai actionné l'interrupteur pour vérifier sa lueur, puis je l'ai regardé et j'ai dit la première chose qui m'est venue à l'esprit. Parfait. Ce seul mot lui a coupé le souffle, comme si je l'avais giflé. Quoi, a-t-elle cligné des yeux? J'ai essuyé mes mains sur le chiffon que je garde dans ma poche arrière pour les outils graisseux et je suis passé devant elle pour rentrer dans la maison. Tu n'es pas en colère, a-t-elle crié derrière moi. Je me suis arrêté dans le couloir. Non, laisse-moi juste un peu d'espace. Puis je suis allé dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte derrière moi. Pas de cris, pas de supplications, pas de questions. Juste le clic doux d'une serrure qui se met en place. Quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. Et honnêtement, moi non plus. Voilà le truc. Quand on est marié depuis 20 ans, on apprend à entendre le sous-texte. Et quand une femme comme Rachel dit qu'elle est amoureuse, elle ne fait pas une confession. Elle se justifie. Elle avait déjà fait son choix bien avant de me le dire. Cette conversation n'était pas une question d'honnêteté. C'était pour tester ma réaction. Elle s'attendait à me voir m'effondrer, m'écrouler comme un pauvre idiot chauve et pathétique avec un tiroir plein de cartes d'anniversaire et de photos de famille jaunies. Mais je ne l'ai pas fait, parce qu'au fond de moi, j'attendais ce moment. Pas en l'espérant, pas en le manigançant, juste en me préparant silencieusement, comme un homme apprend à le faire quand des années de petites humiliations s'accumulent comme du linge sale que personne ne lave jamais. Et avant d'aller plus loin, oui, cette histoire va vous emmener dans des endroits inattendus. Alors, si vous faites partie des 90% qui lisent et font défiler sans cliquer sur s'abonner, c'est peut-être votre moment. Ça nous aide plus que vous ne le pensez et ça nous permet de continuer à vous proposer des histoires comme celle-ci. Vraiment, ça compte. Maintenant, revenons à Rachel. Elle n'a pas frappé à la porte cette nuit-là. Elle n'a même pas essayé de feindre l'inquiétude. Je pense qu'elle a pris mon silence pour une mort émotionnelle. Il se ferme, c'est tout, a-t-elle probablement texté à son amant, qui, je suppose, a un nom comme Greg ou Tyler. Quelque chose qui sonne comme un homme qui porte des bracelets en cordage de bateau et boit du mezcal hors de prix. Peu importe. Appelons-le Ethan. Ils finissent toujours par s'appeler Ethan. La chambre d'amis sentait le cèdre et la poussière. Des boîtes de vieux dossiers fiscaux, mon ordinateur portable de secours, et la commode antique que sa tante nous avait donnée et qu'elle détestait. Je suis resté allongé là, à fixer le ventilateur de plafond, en me demandant combien de fois elle avait répété cette petite performance. La voix calme, la posture maîtrisée, probablement pratiquée devant le miroir entre deux poses de yoga et des tableaux Pinterest intitulés « Nouveau départ ». Mais voici ce qu'elle ne savait pas. Elle ne savait pas que j'avais remarqué que son parfum avait changé il y a 6 mois, quelque chose de plus fruité, de plus jeune, de désespéré. Elle ne savait pas que j'avais vu le 2e verre à vin dans le lave-vaisselle un vendredi sur 2, quand elle disait qu'elle regardait simplement Netflix. Elle ne savait pas que c'est moi qui payais la facture de téléphone portable. Et bien que je n'ai jamais lu ses messages, j'avais bien vu ce pic mystérieux dans l'utilisation des données tard dans la nuit. Mais tout ça n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était le changement. Au moment où sa déclaration a quitté ses lèvres, le terrain de jeu avait changé. Je n'étais plus le mari ignorant. J'étais l'homme qu'elle avait sous-estimé. Encore une fois. Elle pensait qu'elle avait le contrôle, que j'allais soit m'effondrer, soit m'accrocher, que j'allais rager ou ramper. Mais au lieu de ça, j'ai opté pour quelque chose de bien plus dangereux, l'acceptation. Parce que l'acceptation ne signifie pas la défaite. Elle signifie la clarté. Et la clarté est le point de départ des plans. Le lendemain matin, j'ai préparé mon café comme toujours, noir, fort, comme Rachel le déteste. Je n'ai pas dit un mot quand elle est entrée dans la cuisine, vêtue de leggings et d'une fausse gaieté. « Ça va ?» a-t-elle demandé, souriant un peu trop largement, comme une infirmière qui vérifie un patient sous sédatif. « Très bien », ai-je dit en sirotant lentement. J'ai dormi d'un sommeil vraiment paisible. Elle a de nouveau cligné des yeux, essayant de déceler le sarcasme.
C'est toujours amusant quand ils commencent à douter de leur propre manipulation. Tu es sûr, a-t-elle insisté. Parce que je sais que c'était beaucoup à Rachel, ai-je interrompu. Tu as fait ton coup. Je suis juste en train d'ajuster mes pièces. Cette phrase l'a fait arrêter de mâcher sa barre de céréales. Je suis sorti dans le garage. Ce matin-là, j'ai commencé à dégager un coin. Mes outils, mes boîtes de rechange, cette vieille mallette qu'elle a toujours cru remplie de matériel de pêche. Ce n'était pas le cas. Elle contenait des documents. Une clé USB, des copies de choses que je n'ai jamais supprimées, des choses qu'elle avait oublié avoir signées. La partie avait commencé, et contrairement à elle, je n'avais pas besoin d'une pom-pom girl ou de soutien. J'avais juste besoin de temps, et elle venait de me donner l'excuse parfaite pour le prendre. Rachel a commencé à s'habiller comme une femme qui venait de découvrir Instagram. Des couleurs vives, des coupes plus ajustées, des chaussures plus neuves. Pas inapproprié, juste différent, calculé. Le genre de calcul qui disait « Regarde ce que tu as manqué ». Même si personne n'avait rien dit. Elle rentrait de plus en plus tard, généralement en fredonnant. La soirée vin entre filles est devenue un dîner rapide avec Marc et Jenna, ou juste un verre après l'atelier. Chaque fois, le sourire s'attardait sur ses lèvres comme si elle faisait quelque chose d'audacieux et de romantique, et non de pathétique et de cliché. Je continuais à tondre la pelouse, à tailler les haies. Le dimanche matin, je lustrais le camion que je ne conduisais presque plus, juste pour sortir de la maison. Le mardi, j'ai recommencé à aller à l'église. Pas pour le salut. Je n'ai aucune illusion sur le fait d'être pardonné, mais parce que le silence entre les vitraux prend une autre dimension quand on planifie une guerre silencieuse. Mon frère Alan a été le premier à remarquer la différence. Nous avons déjeuné dans un boui-boui au bord de la route 18. Café bon marché, menu en papier, tout le tralala. Il m'a dévisagé et a dit, « Tu as l'air calme. » Suspectement calme. « Je fais juste le ménage, » lui ai-je répondu. Il a ri. « Tu parles de la maison, la vraie, ou ?» Je n'ai pas répondu. Pendant ce temps, Rachel était euphorique. Le genre d'euphorie qu'on ne voit que chez les gens qui pensent être sur le point de gagner quelque chose qu'ils n'ont pas mérité. Elle a recommencé à laisser son maquillage sur la coiffeuse, après des années à le garder dans son tiroir. Nouveau shampoing, ce truc aux agrumes qui embaumait toute la salle de bain comme un désodorisant en pleine canicule. Son téléphone, autrefois gardé comme un coffre-fort, était maintenant posé face vers le haut sur l'îlot de la cuisine. Elle voulait que je voie le silence, que je sache que ce n'était plus moi qui recevais des textos. Un soir, je l'ai croisée dans le couloir et elle m'a dit, « Tu ne me demandes même plus où j'étais. » Ai-je besoin de le faire, ai-je répliqué sans ralentir. Elle a gloussé, secouant la tête comme si j'étais passif-agressif, mais elle n'a pas compris. Je n'étais rien de tout ça. J'avais juste arrêté de jouer. À sa sœur, elle s'est vantée. Je l'ai entendue un après-midi alors que je prétendais réparer le robinet qui fuyait dans la salle de bain des invités. Une excuse qui me permettait d'être près de la bouche d'aération qui transportait le son depuis la cuisine. C'est juste fini pour lui, a-t-elle dit. C'est bizarre. Il a déménagé dans la chambre d'amis et c'est comme s'il avait déconnecté. Pas de cris, pas de larmes. C'est un soulagement, honnêtement. Sa sœur a demandé quelque chose d'inaudible. Non, pas de divorce pour l'instant. Il n'en a pas parlé. Mais honnêtement, je pense qu'il est trop gêné. Ou peut-être trop fatigué. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il sait que c'est fini. Gêné ? Cette partie m'a fait rire. On m'a traité de bien des choses dans cette vie, mais gêné par elle ? Non, plutôt observateur. Car pendant que Rachel achetait des robes d'été et souriait à son téléphone, je réorganisais les classeurs, ce qu'elle ne touchait jamais parce que les papiers l'ennuyaient, à moins qu'il n'ait des chiffres suivis de signes $. Notre maison avait été refinancée à mon nom après notre mariage, une décision qu'elle avait soutenue parce que, disait-elle, les questions financières me stressent. Pareil pour nos véhicules, notre fiducie viagère, notre compte d'épargne joint, qui n'était pas aussi joint qu'elle le pensait. Car il y a des années, j'avais commencé à transférer des fonds vers autre chose. Pas à l'étranger. Juste de manière stratégique. Un dimanche particulier, alors qu'elle était au yoga, j'ai installé un pen dormant sur la porte du bureau. Elle l'a vu plus tard ce soir-là et a cligné des yeux, comme si elle ne s'y attendait pas. « C'est quoi cette serrure » a-t-elle demandé nonchalamment,
son smoothie à la main. J'organise des documents, ai-je répondu. Je ne voulais pas que les chiens entrent. Nous n'avons pas de chien. Pas depuis 5 ans, a-t-elle plissé les yeux, réalisant que le mensonge était délibéré, et n'a pas insisté. Chaque soir, je numérisais quelques documents supplémentaires. De vieilles factures de services publics, des titres de propriété de voitures, ses frais médicaux. Oui, j'en gardais des copies. Et puis les vrais trucs. Le contrat de mariage, notre accord de fiducie, ces formulaires de consentement signés lorsque j'ai ouvert ce compte secondaire juste pour les urgences. Ils étaient tous dans un dossier intitulé « Papier impôt ». Personne ne touche jamais au papier des impôts. L'amant de Rachel, Ethan, comme j'avais fini par le confirmer en apercevant un reçu qu'elle avait négligemment laissé dans la poche de son manteau, était apparemment un consultant créatif pour une start-up technologique. Traduction, un rêveur fauché avec un abonnement à la salle de sport et pas de plan d'épargne retraite. Elle avait choisi l'instabilité déguisée en excitation, un homme qui parlerait de vivre l'instant présent tout en empruntant de l'argent pour l'essence. Le plus beau, c'est qu'elle pensait que j'étais en train de perdre. Que chaque pelouse que je tondais, chaque plat que j'acceptais avec un signe de tête polie était une capitulation. Mais il y a une raison pour laquelle on joue au poker avec un visage impassible. Un soir, elle est rentrée plus tard que d'habitude. J'étais au lit en train de lire. Elle s'est appuyée contre l'embrasure de la porte, comme si elle voulait une réaction. Réunion tardive, a-t-elle dit. J'ai levé les yeux, marqué ma page et répondu, j'espère qu'elle a été productive. Sa bouche s'est crispée. Ce n'était pas la réplique qu'elle attendait. Elle est partie. Rachel croyait que le silence signifiait la reddition. Ce qu'elle ne comprenait pas, ce que les gens comme elle ne comprennent jamais, c'est que certains hommes ne crient pas, certains hommes ne supplient pas. Nous construisons. Et le temps qu'ils entendent les coups de marteau, il est déjà trop tard. 2 semaines après sa grande déclaration, Rachel s'est finalement aventurée dans la chambre d'amis. Elle n'a pas frappé. Elle a simplement poussé la porte comme si elle avait encore un droit sur chaque centimètre carré de la maison. Comme si entrer dans l'espace de quelqu'un d'autre était son droit marital divin. J'étais assis sur le lit, l'ordinateur portable en équilibre sur mes genoux, ajustant des fichiers sur une feuille de calcul qui ne verrait jamais ses yeux. Elle a penché la tête. Tu as été silencieux. J'ai levé les yeux. Tu as été occupé. Elle s'est adossée au cadre de la porte, les bras croisés. Tu vois quelqu'un. La voilà. Le test, l'appât, l'accusation à faible enjeu déguisé en intérêt désinvolte. Elle ne s'inquiétait pas que j'ai tourné la page. Elle s'inquiétait que je ne me sois pas encore effondré. J'ai souri. Pas le genre de sourire chaleureux, mais celui que les gens ont quand ils ont 3 coups d'avance aux échecs et prétendent réfléchir. Non, j'organise, c'est tout. Elle a froncé légèrement les sourcils. Tu organises quoi? J'ai fermé l'ordinateur portable doucement. Pas comme un homme qui cache quelque chose, comme un homme qui a terminé une tâche. Notre transition. Elle a laissé échapper un rire bref, aboyé, moqueur, aigu et cassant à la fin. Il n'y a pas besoin de ça pour l'instant. Je n'ai pas pris de décision finale. Cette dernière partie n'était pas un lapsus. C'était un jeu de pouvoir. Elle voulait me rappeler que c'était toujours elle qui tenait le détonateur. Que sa petite liaison ne comptait pas tant qu'elle ne l'avait pas décidé. J'ai soutenu son regard. Tu l'as déjà fait. Je ne fais que rattraper mon retard. Son visage ne s'est pas décomposé, mais il a changé juste assez pour enregistrer la prise de conscience que je ne bluffais pas. Je ne craquais pas. Et je n'attendais certainement pas. Elle est partie sans un mot de plus. Pas de sarcasme, pas de pique, juste le silence et le bruit feutré de ses pieds en chaussettes sur le parquet tandis qu'elle s'éloignait. Plus tard dans la soirée, je l'ai trouvée dans la cuisine, faisant semblant de faire défiler des recettes sur sa tablette comme si elle s'était soudainement sentie inspirée de cuisiner à nouveau. L'air était lourd de questions non dites. Je me suis versé un verre d'eau, j'ai bu une lente gorgée et je suis sorti sans dire un mot. Elle m'a suivi du regard, et quand j'ai tourné le coin, je l'ai entendu se diriger vers le bureau. 5 secondes plus tard, une pause. L'ordinateur portable avait disparu. Le tiroir du bureau était vide. Les étagères, toujours pleines de titres de motivation bidons qu'elle n'a jamais lus, restaient intactes. Et la porte du bureau de l'autre côté du couloir était verrouillée. Peine dormant industriel.
Elle n'avait même pas remarqué que je l'avais changé. Le lendemain matin, elle a demandé en beurrant son toast, « Pourquoi as-tu déplacé ton ordinateur portable ?» J'avais besoin de calme, ai-je répondu. Elle a attendu, espérant que j'élaborerais. Je ne l'ai pas fait. Michael, a-t-elle dit, testant mon nom comme si cela pouvait débloquer quelque chose. Tu agis bizarrement. J'ai haussé les épaules. Tu m'as dit que nous étions sur des chemins différents. Je rends juste le mien plus propre. Elle a essayé de rejeter le commentaire avec un rire, mais il n'a pas atterri. Le contrôle avait été sa monnaie d'échange pendant des années. Elle parlait doucement, planifiait doucement, trompait doucement. Elle était habituée au levier émotionnel, à la souffrance silencieuse, au retrait poli, aux larmes. Mais pas à ça. Pas au sang-froid, pas à l'indifférence enrobée d'une phrase chargée comme « notre transition ». Et elle n'était certainement pas préparée à ce que j'agisse comme si elle n'était plus au centre du plan. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'avais déjà cessé de penser comme un mari. J'avais commencé à penser comme un stratège. Mais parce que le mariage vous apprend les schémas, les routines, les habitudes, les failles, je savais dans quel tiroir elle cachait ses reçus de bijoux. Je savais quel navigateur elle utilisait quand elle ne voulait pas que son historique soit sauvegardé. Je savais à quelle fréquence elle ignorait nos réunions financières et quels documents elle signait sans les lire parce qu'elle me faisait confiance pour m'occuper des détails. Elle n'a jamais été une méchante, juste négligente avec son amour, avec moi, avec les fondations même qu'elle pensait que je ne remettrais jamais en question. Alors, j'étais assis dans cette chambre d'amis, les documents étalés sur le lit comme les pièces d'un puzzle dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Pas de vengeance, pas encore. Juste de la clarté, juste du contrôle. Retournant à la seule personne dans cette maison qui n'avait jamais essayé de le détenir, jusqu'à maintenant. La nuit suivante, elle a essayé une approche différente. Elle a apporté une bouteille de vin dans le salon et a versé 2 verres. Parlons, c'est tout, a-t-elle demandé. J'ai bu une gorgée, j'ai dit merci, et je suis retourné au bureau, j'ai verrouillé la porte derrière moi, la laissant se demander ce que j'organisais. Parce que ce que Rachel n'a jamais compris, c'est que le silence n'est pas une reddition. C'est le bruit d'une tempête qui se prépare. Elle est arrivée un mardi. Rachel ne se souciait généralement pas du courrier. Les factures l'ennuyaient. Les enveloppes à fenêtre allaient directement sur le comptoir de la cuisine pour y mourir d'une mort lente sous les menus de plats à emporter et les dépliants de cours de yoga. Mais celle-ci était différente. D'aspect officiel, estampillée du sceau du comté, adressée à la main, épaisse. J'ai su au moment où elle l'a ouverte. J'étais dehors, arrosant les azalées qu'elle n'oubliait jamais de tailler. La porte a grincé, puis a claqué plus fort que nécessaire. J'ai attendu 10 secondes. 11. 12. Michael, a-t-elle aboyé, dévalant les marches comme un procureur lors de ses conclusions. J'ai laissé le tuyau continuer à couler. Main calme, terre meuble, juste assez de tension pour lui faire croire qu'elle interrompait quelque chose d'important. Tu as déplacé la maison, a-t-elle dit, la voix tendue, aiguë. Pas de la rage, de l'incertitude déguisée en autorité. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a tendu la lettre comme si elle était radioactive. J'ai coupé l'eau lentement, je lui ai fait face. Je l'ai achetée avant notre mariage, ai-je dit d'un ton égal. J'ai juste corrigé les papiers. Tu l'as mise dans une fiducie à ton nom. J'ai hoché la tête. C'est exact. Ses yeux se sont plissés. Ce n'est pas une correction. C'est du vol. N'hésite pas à demander à ton avocat, ai-je dit en passant devant elle. J'ai déjà parlé au mien. Elle m'a suivi. Tu trouves ça drôle? Tu penses que tu peux simplement déplacer les choses dans mon dos comme si j'étais une étrangère? Tu as fait de toi une étrangère, ai-je dit, presque gentiment. Elle a tressailli, puis est devenue glaciale. Je vais engager une action en justice. Je l'ai regardé comme un homme regarde un échiquier qu'il a déjà gagné. Tu trouveras le contrat de mariage hermétique. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Le contrat de mariage, c'était il y a des années, a-t-elle dit. Les choses ont changé. Je lui ai offert le haussement d'épaule qu'elle m'avait donné quand elle m'a dit qu'elle était amoureuse de quelqu'un d'autre. Pas la loi. Elle l'a appelé ce soir-là. Je n'ai pas eu besoin d'entendre toute la conversation pour le savoir. Sa voix a baissé d'une octave. Soudainement fragile, cherchant du soutien.
Il prépare quelque chose, ai-je entendu à travers la bouche d'aération. Il verrouille les portes, déplace des papiers. Je viens de recevoir une lettre du comté. Une pause, puis. Oui, la maison. Je pensais qu'elle était à nous. Une autre pause. Puis un rire. Pas le sien. Le sien à lui. Tu as dit qu'il était passif, a-t-il gloussé. Laisse-le jouer à ses petits jeux. C'est probablement juste de la fierté. Il se fatiguera. Bien sûr, Ethan, oui, j'ai confirmé le nom Audi Ressa. L'homme conduit une voiture en leasing avec le nom de quelqu'un d'autre sur l'assurance et donne des conseils financiers non sollicités aux femmes lors de dégustations de vin. Il ne reconnaîtrait pas une stratégie même si elle lui faisait un audit. Ce que Rachel ne comprenait pas, ce qu'Ethan ne comprenait certainement pas, c'est que je ne me fatigue pas. Ce soir-là, j'ai fait un sauté de poulet. J'avais l'habitude de cuisiner tous les vendredis. Elle appelait ça, la soirée comfort food. Elle n'a pas mangé. Elle est restée assise à table, les bras croisés, fixant toujours cette enveloppe du comté. Il ne s'agit pas de la maison, a-t-elle finalement marmonné. J'ai levé les yeux de mon assiette. Bien sûr que non. Il s'agit de ce que tu as présumé. Elle a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as présumé que j'allais m'asseoir tranquillement, attendre, disparaître, peut-être même te remercier pour ton honnêteté. Elle n'a pas répondu. Au lieu de ça, je fais l'inventaire. Tu ne peux pas simplement tout défaire, a-t-elle dit. Mais cela ressemblait plus à une question qu'à une menace. J'ai fini ma bouchée, j'ai mâché lentement. Je ne défais rien. J'ajuste les prévisions. Elle a quitté la table avant que je termine mon repas. Plus tard dans la semaine, elle a essayé d'entrer dans le bureau. Elle a secoué la poignée, l'a trouvée verrouillée, et a réessayé plus tard quand j'étais sous la douche. J'avais installé une deuxième serrure à l'intérieur, silencieuse, affleurante, invisible à moins de savoir où regarder. Quand je suis sorti de la salle de bain, elle attendait, une serviette sur l'épaule, les yeux durs. Pourquoi t'enfermes-tu comme ça? Je n'aime pas les interruptions, ai-je dit en me séchant les mains. Depuis quand? Depuis que tu as tout redéfini. Ça ne lui a pas plu. Elle s'est retournée, marmonnant quelque chose sur les maniaques du contrôle, et a claqué la porte de la chambre derrière elle. Mais voici la vérité qu'elle commençait à sentir dans ses os. Le contrôle n'est menaçant que lorsqu'il vous échappe des mains et atterrit dans celle de quelqu'un d'autre. Elle s'était habituée à une domination silencieuse, à un pouvoir de veto émotionnel, à la supériorité morale de l'insatisfaction. Maintenant, elle se tenait sur du sable. Parce que je ne prenais pas ma revanche. Je construisais mon périmètre. Elle ne savait pas encore jusqu'où il s'étendait, et c'est ce qui lui faisait peur. Le téléphone a sonné à 8h04 un dimanche matin. J'étais dans le garage en train de huiler les charnières de la porte latérale, non pas qu'elles en aient eu besoin, mais parce que j'aimais le rythme. Rachel a décroché dans la cuisine, sans même prendre la peine de dissimuler l'irritation dans sa voix quand elle a dit « Allô ». Puis sont venus les cris. Pas les siens, ceux de sa sœur. Je l'ai entendu à travers le mur. Pourquoi Michael a-t-il retiré les fonds du compte pour les soins de papa? Silence. Plus de cris. Il a manqué sa kinésithérapie 2 fois cette semaine parce que l'établissement dit que les paiements ont cessé. Tu es folle ou quoi? J'ai entendu Rachel s'agiter. Des armoires qui s'ouvrent, un tiroir tiré brusquement, des papiers qui bruissent. Elle cherchait quelque chose, une preuve peut-être, ou juste un moment pour rattraper une réalité qui, sans qu'elle s'en aperçoive, avait basculé sous ses pieds. Puis des pas rapides, en colère. Elle a ouvert la porte du garage violemment, comme si elle essayait de la faire sortir de ses gonds. Tu as retiré l'argent du compte de mon père, a-t-elle exigé. Je n'ai pas levé les yeux de la charnière. C'est ta famille, ai-je dit calmement. Tu paies cette facture depuis des années. Je le faisais. Jusqu'à il y a 2 semaines. Pourquoi maintenant? Je me suis levé, j'ai essuyé mes mains sur le vieux chiffon d'atelier que je gardais coincé dans ma poche arrière et j'ai rencontré son regard pour la première fois ce matin-là. Parce que je ne subventionnerai pas une famille qui rit dans mon dos. Son visage s'est tordu. De quoi tu parles? J'ai entendu ta sœur, ai-je dit. Au barbecue l'automne dernier. Michael ne sait même pas qu'elle a déjà tourné la page. Il pense encore que tondre la pelouse fait de lui un homme.
Ça te dit quelque chose? Elle s'est figée. Je tenais la salade de pommes de terre de ta mère quand elle a dit ça, ai-je ajouté. Elle a ri. Tu as ri. C'était juste une blague. J'ai levé la main. Ne fais pas ça. Pour la première fois, Rachel n'avait pas de répartie prête. Pas de soupir, pas de sarcasme, juste le silence. Plus tard dans la journée, elle a essayé de limiter les dégâts. Elle a texté sa sœur, appelé sa tante, contacté son cousin qui ne vient que lorsqu'il a besoin d'un endroit où dormir pendant la saison de football universitaire. Mais la chaleur s'était refroidie. Les réponses tardaient. Le ton était sec. Elle ne savait pas, bien sûr, que j'avais écrit des lettres. Pas des lettres de colère, pas des diatribes émotionnelles. Juste des faits. Imprimés, signés, envoyés à chaque membre de sa famille qui m'avait déjà remercié entre les dents et chuchoté dans mon dos. Des relevés de paiement, des chronologies, des virements bancaires. Tout le poids financier silencieux que j'avais porté au fil des ans. La maison de retraite de son père, la réparation de la voiture de sa mère, le prêt d'urgence que j'avais accordé à sa sœur quand elle ne pouvait pas le demander à son mari. Détaillé et exposé comme un audit poli de bonne volonté. Pas d'accusation, pas d'insulte. Juste la vérité. La vérité a une façon de mettre les gens mal à l'aise quand ils ont bénéficié du mensonge. Une semaine plus tard, son cousin s'est désabonné d'elle sur Instagram. Mesquin, oui, mais révélateur. Sa mère a cessé d'appeler. Le Facebook de sa sœur est devenu étrangement silencieux. Un soir, au dîner, elle avait essayé de cuisiner, comme si jouer à nouveau à l'épouse pouvait jeter un sort sur le dénouement en cours. Elle était assise en face de moi, sa fourchette jouant avec des pommes de terre rôties qu'elle ne mangeait pas. « Tu étais obligé de me mettre dans l'embarras ?» a-t-elle finalement demandé. J'ai penché la tête. « Est-ce que je l'ai fait ? Tu m'as fait passer pour quelqu'un qui t'a utilisé. » J'ai posé ma fourchette. « Non, ai-je dit. C'est toi qui as fait ça. » Elle s'est levée si brusquement que sa chaise a grincé. Elle est sortie. J'ai entendu le clic de ses talons dans les escaliers et le claquement étouffé de la porte de la chambre. Mais elle n'a pas pleuré. Rachel ne pleurait jamais quand elle était coupable. Elle ne pleurait que lorsqu'elle avait peur. Le lendemain matin, je l'ai trouvée dans la cuisine, faisant défiler son téléphone, le pouce se déplaçant lentement, l'expression tendue. Elle n'a pas levé les yeux quand je me suis versé mon café. Ta famille n'a pas changé, ai-je dit doucement. Ils ont juste enfin eu un aperçu de la facture. Elle a ouvert la bouche pour répliquer, mais rien n'est sorti. Elle savait qu'ils n'étaient pas en colère contre moi. Ils étaient embarrassés par elle. Car pendant des années, ils m'avaient dépeint comme ennuyeux, passif, fiable au point d'en être invisible. Et maintenant que l'homme invisible s'était retiré, il réalisait le poids qu'il avait soutenu. Rachel n'avait pas perdu un mari. Elle commençait à perdre son public. Et ça lui faisait plus peur que le silence. La panique n'a pas commencé par un cri. Elle a commencé par le silence. Rachel est rentrée à la maison tenant une enveloppe Kraft comme si elle pouvait contenir des explosifs. Elle n'a pas laissé tomber son sac à main ni enlevé ses talons comme d'habitude. Elle a marché directement vers la table de la salle à manger, a posé l'enveloppe et m'a fixé pendant que je beurrais mon toast. « Dis-moi que ce n'est pas vrai », a-t-elle dit. Je n'ai pas levé les yeux. Ça dépend de ce que ce est. Elle a fait glisser le papier sur la table avec 2 doigts, comme s'il était souillé. L'entête était du bureau du registraire des petites entreprises. Il confirmait le transfert d'une participation de 12%, la part de Rachel, dans une entreprise de design d'intérieur qu'elle avait cofondée avec une amie de Pilate. La même participation que je l'avais aidée à acquérir il y a 6 ans, quand elle n'avait pas le score de crédit pour signer un fichu bail toute seule. La même entreprise qu'elle oubliait jusqu'à la saison des impôts chaque année. Maintenant, elle était de nouveau à moi. Son nom retiré, le mien restauré. Elle s'est assise lentement, comme si ses genoux étaient soudainement en verre. Je ne comprends pas. Ce n'est pas une blague, n'est-ce pas? J'ai enfin levé les yeux. Non. C'est le dépôt mis à jour. Ça leur a pris plus de temps que d'habitude. Tu ne peux pas juste la prendre, a-t-elle aboyé. Tu me l'as offerte. J'ai tendu la main vers le tiroir à côté de moi, j'en ai sorti un bout de papier plié et je l'ai posé à côté de son verre de vin de la veille.
Tu as signé le transfert il y a 2 mois. Elle a dévisagé le papier. J'ai signé ça? Tu l'as fait. Quand? J'ai haussé les épaules. Tu étais assise sur le canapé, en train de faire défiler ton téléphone. J'ai dit que j'avais besoin que tu signes quelques formulaires pour les rapports trimestriels. Tu n'as pas posé de questions. Tu as juste paraphé et dit quelque chose sur le fait que la livraison de nourriture thaïlandaise prenait trop de temps. Son visage a pâli. Tu m'as piégé. Non, ai-je dit en me levant, la voix plus tranchante qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Tu m'as trahi. Elle s'est figée. Je suis allé à l'évier, j'ai rincé mon assiette et je l'ai posée. J'ai juste mené les choses à leur terme, c'est tout. Sa voix s'est brisée. C'était ma part. Mon nom est sur le site web. Plus maintenant, ai-je dit sans me retourner. Elle est redevenue silencieuse. Pas le silence abasourdi. Non, c'était du calcul. Je pouvais la sentir changer, comptant mentalement les billes qu'elle pensait encore avoir dans son camp. C'est illégal, a-t-elle finalement dit, s'accrochant à un fil de certitude. Alors, poursuis-moi en justice, ai-je offert en me séchant les mains. Son souffle s'est coupé. Tu ne penses pas que je le ferai? J'espère que tu le feras, ai-je dit. Et cette fois, je me suis retourné pour lui faire face. Parce que voici la partie qu'elle avait oubliée. J'avais aidé à construire cette entreprise à partir de zéro. Son ami avait apporté les idées. Rachel avait apporté les tableaux Pinterest. J'avais apporté les licences, le capital, les permis, l'assurance. C'est moi qui m'étais assis dans le bureau fluorescent à 21h pour expliquer à l'administration fiscale pourquoi un studio de design déclarait ses impôts comme un restaurant, parce que Rachel pensait que les codes n'étaient que des suggestions. Elle m'appelait « l'associé silencieux ». Elle n'avait pas réalisé que j'avais pris ça au pied de la lettre. Elle a quitté la table et est allée dans le bureau où elle gardait les vieilles copies papier des formulaires de l'entreprise. Je les avais vidés la semaine dernière, au cas où. Elle est revenue en trombe, le souffle court. Tu ne peux pas simplement m'effacer de tout. Pas de tout, ai-je dit en me rasseyant. Juste des choses que tu tenais pour acquises. Elle a commencé à faire les 100 pas. Ses mots ont commencé à s'effilocher. Tu fais ça pour me punir. Ce n'est pas une transition. C'est de la vengeance. J'ai penché la tête. Si je voulais me venger, Rachel, tu serais déjà en train de louer un 2 pièces à côté de ton consultant créatif en te demandant pourquoi ton score de crédit a soudainement chuté de 70 points. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle allait le défendre, mais elle les a refermées. Probablement la première décision intelligente qu'elle ait prise de la semaine. Elle s'est rassise, plus lentement cette fois, mais la confiance avait disparu. Ce port de tête supérieure, ce léger sourire narquois qu'elle arborait quand elle pensait encore avoir le dessus. Tout s'évaporait. Elle le voyait enfin. Le tableau que j'avais peint par touches lentes et régulières pendant qu'elle jouait sa liaison comme une chanson d'amour qu'elle seule pouvait entendre. Rachel a toujours pensé que la paperasse était ma béquille, que les feuilles de calcul, les dossiers et les numéros de compte étaient ma façon de m'accrocher au contrôle parce que je manquais de passion. Mais la paperasse ne ment pas. Les signatures ne flirtent pas avec d'autres hommes. Les documents ne deviennent pas froids au lit. La paperasse attend, simplement. Et puis, elle parle. Maintenant, chaque confort qu'elle avait utilisé pour amortir sa culpabilité l'argent, l'entreprise, le mari passif lui échappait. Et pas parce que j'avais claqué des portes ou élevé la voix. Parce que j'avais déposé des documents. Parce que j'avais fait certifier des signatures. Parce que je me souvenais de chaque faveur, de chaque ligne franchie, de chaque date. Rachel a quitté la pièce ce soir-là sans parler. Pas de claquement d'assiette, pas de menace. Juste le bruit silencieux d'une femme qui réalise qu'elle n'a plus le contrôle. Même pas un peu. Et c'est là que la panique s'installe. Pas quand le combat commence, mais quand la personne que vous avez sous-estimée arrête de prétendre qu'elle est en train de perdre. L'enveloppe est arrivée en milieu de matinée un jeudi. Blanche, impeccable, portant l'en-tête d'un cabinet d'avocat local qu'elle reconnaissait vaguement mais dont elle n'avait jamais eu à se soucier. Elle n'était pas volumineuse, ne criait pas au drame. Elle avait l'air presque ennuyeuse, polie même. J'étais dans le jardin en train de poncer la vieille balançoire qu'elle prétendait autrefois adorer mais sur laquelle elle ne s'était pas assise depuis des années. Je l'ai vue par la fenêtre de la cuisine, j'ai regardé ses doigts déchirer le seau,
ses yeux balayant de plus en plus vite le texte, ses lèvres bougeant silencieusement comme si son cerveau ne pouvait pas suivre le langage juridique qui démantelait calmement son sentiment de contrôle. Elle ne m'a pas dit un mot. 2 heures plus tard, des pneus ont crissé dans l'allée. Pas un au revoir, pas une porte claquée. Juste l'écho d'une femme qui avait officiellement perdu le fil. Elle s'est présentée au cabinet d'avocat sans rendez-vous, toujours en pantalon de yoga et sweat à capuche, des lunettes de soleil enfoncées dans ses cheveux comme une couronne de certitude déplacée. La réceptionniste a souri avec ce calme répété que les cabinets d'avocats cultivent face aux gens au bord de la crise de nerfs. « Je dois parler à Robert Hartwell », a-t-elle dit. Maintenant. Elle a attendu 20 minutes sur une chaise en simili-cuir, en face d'un ficus et d'un bol de caramel. Le temps qu'on l'appelle, elle s'était mise à faire les 100 pas, la lèvre mordue, le téléphone intact pour une fois, les mains agitées. Monsieur Hartwell, 60 ans, patient, le genre d'homme payé pour regarder les gens s'effondrer, lui a offert un siège et un verre d'eau. Elle a refusé les deux. C'est à propos de la séparation, a-t-elle demandé en claquant la lettre sur son bureau. Il n'a pas bronché, a simplement joint ses mains et a hoché la tête. Oui. Je n'ai pas accepté ça. Rien de tout ça. Ces changements d'actifs, la restructuration de la fiducie, cette maison, ma participation dans l'entreprise. Il a levé doucement la main. Madame Whitmore, ce n'est pas nouveau. Votre mari travaille avec nous depuis plus d'1 an. Elle a cligné des yeux. 1 an? Oui, a-t-il dit avec le ton qu'on utiliserait pour expliquer la gravité à un enfant. Aucun de ces ajustements n'a été soudain. Ils étaient stratégiques, planifiés, documentés. Elle est restée bouche bée. Mais je n'ai pas signé de papier de divorce. Il lui a adressé un petit sourire pincé. Ce n'est pas une procédure de divorce. C'est une restructuration financière. Entièrement dans ses droits. Tout a été préapprouvé par des documents que vous avez signés. La plupart d'entre eux avant que vous n'annonciez votre intention de poursuivre une voie indépendante. Rachel sentit le sol se dérober sous ses pieds. Je n'ai jamais annoncé. Vous l'avez fait, dit-il, toujours calme. Pas au tribunal, mais à votre mari. C'est tout ce qui comptait. Il a tendu la main vers un tiroir, a sorti un dossier et l'a ouvert comme s'il lisait une commande pour le déjeuner. Maison achetée avant le mariage. Retournée en pleine propriété via la protection d'une fiducie. Participation dans l'entreprise légalement transférée avec consentement notarié. Titre de propriété des véhicules répartis selon la contribution. Épargne d'urgence déplacée dans une fiducie irrévocable il y a 6 mois avec votre approbation écrite. Elle s'est levée, chancelante. C'est une sorte de piège. Il m'a manipulé. Monsieur Hartwell a levé les yeux, sans ciller. Madame Whitmore, respectueusement, il vous a anticipé. Elle ne se souvenait pas d'avoir quitté le bureau. Ne pouvait pas se rappeler avoir marché jusqu'à la voiture ou s'être engagée dans la circulation. Elle est restée assise sur le parking avec la climatisation à fond, les sièges en cuir lui brûlant les cuisses, ses paumes moites, agrippant le volant comme s'il pouvait la maintenir attachée à la vie qu'elle comprenait autrefois. Pendant 20 ans, elle s'était dit qu'elle avait le dessus. Que j'étais le type sûr, le simple. Qu'elle était la tempête, et que j'étais le quai. Trop lent pour prendre feu, trop fiable pour riposter. Mais je bougeais depuis longtemps. Simplement, en silence. Et elle m'avait aidé. C'était la partie qui lui donnait la nausée. Elle avait paraphé les comptes que j'avais suggérés. Elle avait accepté de restructurer l'entreprise, juste pour plus de clarté. Elle avait signé les formulaires que je lui avais tendus avec le dîner pendant qu'elle textait Ethan sous la table et demandait s'il nous restait de cette bouteille de rouge qu'elle aimait. Et pendant tout ce temps, je me préparais. Pas pour la guerre, pas pour la vengeance. Pour l'évasion. Le genre d'évasion où l'on ne s'enfuit pas de la maison en hurlant. On s'en va avec l'acte de propriété à son nom et sa dignité pleinement intacte. Quand elle est rentrée ce soir-là, elle n'a pas claqué la porte. Elle est passée devant moi en silence alors que je lisais sur le porche. Elle s'est arrêtée brièvement, comme pour dire quelque chose. Mais que dit-on à l'homme que l'on pensait avoir laissé derrière soi, pour découvrir qu'il avait eu 2 longueurs d'avance depuis le début? Elle est rentrée. J'ai tourné la page. Elle n'avait pas encore réalisé la partie la plus effrayante. Je n'avais même pas encore commencé à démanteler ses illusions. Je lui montrais simplement les plans. Au moment où octobre est arrivé,
Rachel avait cessé de rentrer à la maison en sentant le parfum hors de prix et le pinot noir. Elle a commencé à rentrer avec un silence qui s'accrochait à elle comme de l'électricité statique. Pas de fredonnement, pas de regard suffisant, pas de fausses histoires de yoga sur à quel point elle se sentait libérée. Juste un silence, dégonflé, lourd, prudent. L'éclat avait disparu. Je n'ai pas demandé pourquoi, je n'en avais pas besoin. Je l'ai vu dans la façon dont elle grimaçait quand son téléphone vibrait. Dans la fréquence à laquelle elle laissait les textos sans réponse, comment ses rires pendant les appels vidéo avaient complètement disparu. Je l'ai vu quand elle s'est tenue dehors sur la terrasse un soir, parlant à voix basse et tendue à quelqu'un qui ne disait clairement pas ce qu'elle voulait entendre. Ethan, notre Casanova imaginaire, n'était pas tout à fait à la hauteur de la brochure. J'avais fait mes recherches. Il était sans emploi à temps plein depuis avril, passant d'un contrat de consultant à un autre, souvent financé par la personne avec laquelle il se connectait créativement à ce moment-là. Rachel n'était pas la première, juste la dernière en date. Il n'avait pas de racines. Il avait des playlists. Apparemment, une fois qu'elle a perdu l'illusion d'une rébellion sans risque et a commencé à poser des questions sur les prochaines étapes, le vernis s'est écaillé. Un soir, elle a quitté la maison et est revenue 45 minutes plus tard. Pas assez de temps pour un dîner, à peine assez pour une dispute. Elle est entrée dans la cuisine comme une enfant après une punition, cherchant du réconfort mais ne voulant pas admettre qu'elle avait mérité la sanction. J'étais à table, en train de revoir des documents successoraux. Rien de dramatique, juste des mises à jour, des ajustements, des changements de vie. Elle est restée là un long moment avant de finalement dire « on devrait peut-être parler ». Je n'ai pas levé les yeux. On a parlé. Elle s'est approchée. Tu ne m'as jamais dit ce que tu ressentais à propos d'eux. Tu n'as pas écouté. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, puis se sont refermées. Elle a regardé autour d'elle dans la cuisine comme si elle ne la reconnaissait plus. Le même comptoir sur lequel elle s'appuyait autrefois en sirotant du vin et en mentant. La même table où nous planifions les vacances qu'elle passait maintenant à lui envoyer des textos sous la table. Elle s'est assise lentement, délibérément. J'ai fait des erreurs, a-t-elle dit doucement. J'en suis conscient. Je pensais, a-t-elle commencé, puis s'est interrompue. Je pensais qu'il y aurait plus de temps. Il y a eu un silence. Elle a réessayé, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Est-ce que tu m'as déjà aimé? Cette question ne m'a pas piqué. Elle ne m'a pas fait grimacer ni détourner le regard. Elle n'a pas déterré quelque chose d'enfoui. Elle a juste clarifié. Je l'ai regardé alors. Vraiment regardé. Et je me suis souvenu. Je me suis souvenu de la femme qui dansait pieds nus dans le salon quand le temps se réchauffait, qui faisait des pancakes en peignoir et chantait faux sur du Fleetwood Mac pendant que nous peignions le couloir ensemble. Je me suis souvenu de celle qui avait un jour conduit 2 heures juste pour me surprendre avec le déjeuner pendant un voyage de travail misérable. La femme qui avait murmuré « Je crois en toi » quand j'ai lancé ma propre entreprise. Cette femme. J'ai aimé celle que tu étais, ai-je dit, avant que tu aies besoin de plus. Elle a cligné des yeux. Cette phrase, simple, calme, l'a frappée plus fort que n'importe quelle insulte criée aurait pu le faire. Ses épaules se sont repliées sur elle-même. Elle a baissé les yeux sur ses mains comme si elles ne lui appartenaient pas, « Je ne sais pas ce qui s'est passé », a-t-elle dit. Moi si, ai-je répondu. Et je me suis levé, la laissant à table, parce que rien d'autre n'avait besoin d'être dit. Les jours suivants, elle a essayé de renouer le contact par petites touches. Elle a demandé si je voulais du café, a mentionné la météo, a laissé une bouteille de mon bourbon préféré sur le comptoir comme si cela pouvait effacer une année de tromperie. Je n'ai rien accepté. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la clarté. Elle avait sauté dans les bras d'un autre homme parce qu'elle pensait que les miens ne la serraient pas assez fort. Mais il s'est avéré que les siens étaient glissants, peu fiables. Ces mots n'étaient pas des vœux, c'étaient des distractions. Maintenant, elle dérivait dans un vide de sa propre création. Le filet de sécurité avait disparu, et la corde raide sur laquelle elle marchait s'effilochait. Et moi, j'en avais fini d'offrir la sécurité. La différence entre un canot de sauvetage et un quai est simple. L'un attend. L'autre part quand la tempête est finie. Elle avait fait son choix. J'avais fait le mien. Le gala de charité était un événement annuel que Rachel ne manquait jamais. Quelque chose dans les robes de velours et les appareils photo nourrissait son besoin de se sentir encore vue. Une performance en talons,
tout en posture et en rire perfectionné. Pendant des années, je me suis tenu à ses côtés à ces événements comme un meuble dans un smoking de location, sirotant du vin hors de prix pendant qu'elle flottait de donateur en donateur, me présentant comme « Michael », ma meilleure moitié, ou du moins, le plus silencieux des deux. Cette année, elle est arrivée seule. Elle ne l'avait pas prévu. Je n'avais pas répondu à l'invitation. Et dans son esprit, je serais sûrement trop fier ou trop brisé pour montrer mon visage. Après tout, n'étais-je pas le mari abandonné? Le pauvre gars dans la chambre d'amis qui la regardait tourner la page au ralenti. Elle est entrée vêtue d'une robe bleu marine qui s'accrochait à la version d'elle-même qu'elle essayait encore de projeter. Cheveux parfaits, maquillage impeccable, sourire trop crispé pour être réel. Elle s'attendait à quelques regards de pitié, peut-être un chuchotement ici ou là. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, ce qui l'a arrêté net, c'est de me voir de l'autre côté de la pièce. J'étais au bar, en train de parler avec le maire et 2 membres du conseil municipal. Une vraie conversation, pas des banalités, pas les politesses obligatoires que les gens jettent aux invisibles sociaux. Je riais, sincèrement, engagé, présent. Le genre de présence qu'elle n'avait pas remarqué depuis des années parce qu'elle supposait que je ne quittais jamais l'arrière-plan. Elle est restée en marge de la salle pendant un moment, ne sachant pas si elle devait s'approcher ou disparaître. Puis est venue la première coupe silencieuse. Une femme qu'elle reconnaissait vaguement, l'une des sponsors du gala, la cinquantaine, habillée avec goût, s'est approchée d'elle avec un sourire chaleureux. « Oh, Rachel, ça fait un moment. Je ne savais pas que vous étiez toujours liée à Michael. » Rachel a cligné des yeux. Nous étions mariés. La femme a souri doucement. Bien sûr. Je voulais juste dire qu'il s'est vraiment révélé, n'est-ce pas? Si posé, si digne. Rachel a hoché la tête lentement, comme si elle avalait quelque chose d'amer sans eau. Plus tard, elle a entendu 2 jeunes assistants parlementaires chuchoter près des hors-d'œuvre. C'est Michael Whitmore? Oui, c'est lui. Sa femme ne l'a pas? Si, mais il a géré ça avec une telle classe. Rachel s'est détournée avant qu'il ne la voie. Elle m'a de nouveau aperçu, en train de discuter avec le directeur de la société historique locale. Une de ces conversations qui ont du poids dans les petites villes, le genre qui mène à une influence discrète et à des portes qui s'ouvrent. Je serrais des mains, faisais rire les gens, ne vendant rien, étant simplement. C'était la partie qu'elle n'avait jamais vue venir. Elle pensait que son absence laisserait un vide, qu'en partant, le monde basculerait dans sa direction et que je serais projeté, sans attache, oublié. Mais au lieu de cela, j'ai rempli l'espace qu'elle avait laissé vacant. Pas avec du bruit, pas en cherchant l'attention, pas avec une relation de rebond étalée sur les réseaux sociaux. J'ai construit quelque chose de mieux. Une réputation. Il y a un type de pouvoir qui ne fait pas les gros titres, mais qui s'installe à huis clos. Le respect gagné par la retenue. Quand on ne crie pas, quand on ne jette pas de la boue, quand on avance simplement avec intention. Ce soir-là, je lui ai dit bonjour. Brièvement, poliment. J'ai même complimenté sa robe. Elle était belle. Elle l'était toujours quand elle faisait un effort. Mais ses yeux la trahissaient. Elle ne rayonnait plus. Elle cherchait des ancres, des alliés, quelqu'un qui se souviendrait d'elle comme elle voulait qu'on se souvienne d'elle. Et moi, j'en avais fini d'être son miroir. Le coup de grâce est venu près du vestiaire. Un juge à la retraite, quelqu'un que Rachel avait essayé d'impressionner des années auparavant, s'est tourné vers moi alors que nous attendions nos vestes. « Michael, votre discours tout à l'heure était réfléchi, précis. Si vous envisagez un jour de vous présenter à une élection, faites-le moi savoir. » J'ai souri, je l'ai remercié et j'ai jeté un coup d'œil à Rachel. Elle se tenait à quelques mètres de là, seule, faisant semblant de lire quelque chose sur son téléphone qui n'était pas allumé. Quelqu'un à proximité a demandé, juste assez fort pour qu'elle entende, « Il n'était pas marié, avant ?» J'ai répondu sans me retourner. On a fait un bon bout de chemin ensemble. Elle est partie avant que le dessert ne soit servi. Dehors, sur le parking, ses talons résonnaient sur le bitume comme des points de ponctuation à la fin d'une phrase qu'elle n'avait pas écrite. Elle a déverrouillé sa voiture, s'est glissée sur le siège du conducteur et est restée là un long moment. Les mains sur le volant, les phares éteints. Pas de larmes. Juste une prise de conscience. Elle avait échangé un protecteur silencieux contre une promesse bruyante. Et maintenant, cette promesse était introuvable, tandis que l'homme qu'elle pensait voir s'effacer était devenu inoubliable.
Elle l'a trouvé par hasard. Un mois après le gala, en réarrangeant la bibliothèque qu'elle qualifiait autrefois de « désordonnée », Rachel a sorti Les endroits qui vous font peur, un livre que je lui avais offert à nos débuts, à l'époque où elle admettait encore avoir peur de certaines choses. Elle avait toujours dit qu'elle le lirait un jour. Elle ne l'a jamais fait. Cette fois, le poids semblait différent, une fine bosse sous la 4e de couverture. Elle l'a ouvert, et elle était là. Une simple enveloppe blanche, non cachetée, avec son nom écrit de ma main. À l'intérieur, une lettre pliée et un chèque. Le chèque d'abord. Il était tiré d'un des comptes que j'avais déplacé bien avant qu'elle ne le remarque. Le montant, précisément la moitié de ses économies initiales. Le même argent qu'elle avait apporté lorsque nous avions combiné nos comptes 20 ans plus tôt. Ajusté à l'inflation, calculé au dollar près. Aucune obligation légale, aucune ordonnance du tribunal, aucune demande. Juste une restitution. Elle a cligné des yeux une fois, 2 fois, comme si les chiffres allaient changer si elle les fixait assez longtemps. Puis la lettre. Elle était manuscrite, pas tapée, pas relue par un avocat. Juste à l'encre bleue. Avec la voix qu'elle prétendait autrefois aimer, parce que tu réfléchis toujours avant de parler. Rachel, je voulais réagir. Je voulais crier. Je voulais jeter des assiettes, t'accuser, te poursuivre dans tous les méandres de tes mensonges. Mais ensuite, je me suis souvenu de qui j'étais avant que tu cesses de me voir. Et j'ai réalisé quelque chose. Je ne voulais pas la vengeance. Je voulais la paix. Alors, j'ai choisi le silence. J'ai choisi l'action. Et j'ai choisi de disparaître de la version de moi-même dont tu avais besoin pour grandir. Dans cette enveloppe se trouve la moitié de ce que tu as apporté dans notre vie commune. Non pas parce que je te le dois, mais parce que tu as contribué, un jour. Avant le détachement, avant les justifications, avant Ethan. Je te le rends maintenant, non pas comme une conclusion, mais comme une confirmation. Tu es libre maintenant, comme tu le voulais. Michael n'a pas pleuré. Rachel avait depuis longtemps dépassé le stade du drame. Ce qui s'est installé en elle à la place, c'est cette immobilité sourde et creuse, celle qui s'insinue lorsque les conséquences sont trop complètes pour être réparées et trop silencieuses pour qu'on puisse rager contre elle. Parce qu'en fin de compte, je ne l'avais pas détruite. Je ne l'avais pas calomniée auprès de ses amis. Je n'avais pas gelé ses comptes. Je n'avais pas raconté à sa famille les pires aspects de sa liaison, les parties humiliantes qu'elle n'admettrait jamais, les photos qu'elle avait laissées dans le dossier cloud qu'elle avait oublié de partager. Non. Je l'ai libérée. Selon mes propres termes. Et c'est un autre genre de perte. Une perte que vous ne pouvez pas expliquer à des amis autour d'un verre de vin. Une perte qui ne suscite pas la sympathie, parce qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Elle a eu sa liberté. Mais pas le public, pas le pardon qu'elle supposait viendrait quand j'aurais surmonté la douleur, pas l'arc de rédemption, pas la poursuite. Elle n'a jamais réalisé à quel point un adieu calme peut être terrifiant jusqu'à ce qu'elle lise ces mots, assise seule au bord d'un lit que nous n'avions pas partagé depuis presque un an, tenant un chèque qui ressemblait plus à un certificat d'exil. Il n'y avait plus de texto d'Ethan, plus de projet, plus d'histoire à raconter à sa sœur sur la façon dont je m'étais, juste renfermé. Parce que maintenant, tout le monde savait. Je ne m'étais pas renfermé. Je suis parti. Et je me suis assuré que la dernière chose qu'elle ressente ne soit pas l'abandon. C'était la libération.